Bonjour à tous. Bonjour. Donc, on va pouvoir débuter ce comptoir sécurité. Donc, un nouveau concept sur le même principe un peu que les comptoirs qualité certification. Je ne sais pas si vous y avez déjà assisté, mais là, du coup, plutôt centré sur la sécurité et le contexte réglementaire sur le signalement des événements indésirables graves associés aux soins, donc sur le portail national de signalement des événements sanitaires. Donc là, aujourd'hui, on va vous parler donc surtout de la première partie de déclaration qu'on appelle également le volet 1, et ça va être plutôt centré donc sur les établissements sanitaires. Donc pour aujourd'hui, vous étiez 229 inscrits. Donc, on vous remet un petit peu l'équipe Pasquale. Et donc, aujourd'hui, pour la présentation de ce comptoir, ça va être donc Patricia Polizzi C'est moi. et moi-même, donc Valentine Poncé, qui allons vous présenter ce comptoir. Donc, n'hésitez pas à interagir dans le chat. On essaiera de répondre à la fin si on a le temps aux questions. Sinon, on vous répondra dans le mail. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc pour ce nouveau webinaire sécurité. J'espère que vous entendez bien. S'il y a quoi que ce soit, là, on ne vous voit pas parce qu'on partage le PowerPoint, n'hésitez pas à écrire sur le chat et à nous dire s'il y a des problèmes. Alors, la première partie de cette intervention, ça fera un focus sur comment déclarer sur le portail national et comment renseigner le volet 1, pourquoi, quels sont les pièges à éviter, quelles sont les bonnes attitudes de rédaction à avoir. Et avant tout, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous faire un petit quiz. Alors, je vais vous laisser une seconde à chaque fois pour répondre, mais je vais vous donner la réponse parce que vous êtes plus de 200 pour un petit peu vous positionner par rapport à ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas. Allez, on y va. Donc, sur le portail national de signalement des événements sanitaires, on peut aussi déclarer des événements liés à d'autres vigilances, comme l'hémovigilance, la pharmacovigilance, la matériovigilance ou les infections associées aux soins. Vrai ou faux? Tic-tac, tic-tac. C'est vrai. Deuxième petite vrai ou faux petite question. Un usager peut également signaler un EIGS. Vrai ou faux? Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas le même accès. C'est-à-dire que l'usager, le particulier, lorsqu'il va se connecter sur le portail, il va cliquer via l'onglet intitulé « Particulier ». Il n'y a aucune obligation pour l'établissement ou le professionnel de santé d'annoncer des dommages associés aux soins. Vrai ou faux? Ah ben c'est faux. La Haute Autorité de Santé préconise l'annonce des dommages associés aux soins depuis plusieurs années. Et il s'agira aussi que le médecin qui s'occupe du patient qui constate un UIGS le trace aussi sur le DPI. On le verra, de toute façon, on verra tout petit à petit. Autre question. Si mon EIGS risque d'avoir des conséquences sur mon établissement, je peux prévenir l'ARS par téléphone avant de déclarer mon événement sur le portail. Vrai ou faux? Bien entendu, vous avez tout à fait le droit et la possibilité, surtout s'il y a des risques médiatiques, d'alerter ou par mail ou par téléphone votre ARS. Le diagnostic principal du patient avant le IGS est important et doit être renseigné. Il permet de comprendre le contexte avant la survenue de l'EIGS. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est hyper important pour comprendre la suite et pour faire le lien. Lorsque je décris l'événement indésirable grave survenu, je dois nommer les différents professionnels de santé. Vrai ou faux? Absolument pas. Tout ce que vous allez écrire sur le portail sera anonymisé. Je peux modifier ma déclaration après l'avoir validée. Vrai ou faux? Non, on ne peut plus le modifier après l'avoir validée. Une fois qu'elle sera envoyée, elle est transmise à l'ARS et ne peut plus être modifiée. Vous ne pouvez pas non plus enregistrer les premiers items remplis. Donc, à la fin du volet 1, vous pouvez demander l'appui de la SRA pour l'organisation de l'analyse des causes profondes. Vrai ou faux? Bien sûr que oui. Allez, on commence le petit déroulé de PowerPoint. Alors, aujourd'hui, on va s'attacher à la notion
d'un événement indésirable grave associé aux soins, acronyme aussi disant EIGS. Donc, j'essaie de me caler avec Valentine. Qu'est-ce que dit ce décret du 25 novembre 2016 que nous allons voir en partie découpé? Donc, il décrit ce qu'on entend par événement indésirable grave associé aux soins. C'est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent, y compris une anomalie ou une malformation congénitale. On va discuter pratiquement pendant toute l'heure autour de ces notions clés qui sont comment je détermine si l'événement est inattendu, comment je vois s'il est vraiment associé aux soins ou pas, comment je définis cette notion de gravité sous le focus de mise en jeu du pronostic vital et comment je vais comprendre quand je dois déclarer, parce que le terme c'est déclarer sans délai tout événement indésirable grave associé aux soins. Alors, selon la HAS aussi, la notion d'inattendu, le mot parle, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on ne se doutait pas, on ne pensait pas que le déroulement de l'intervention se passerait comme ça. Donc c'est vrai que soigner, c'est prendre des risques, et ces risques, on les connaît, on les mesure, ça s'appelle bénéfice-risque. Donc on ne parle pas de ce type d'événement. On parle de quelque chose qui n'était pas prévu, dont on n'avait pas parlé avec le patient, où il y a vraiment un élément de surprise au parcours de la prise en charge du patient. Donc cet événement, il est tellement imprévisible qu'on ne pouvait pas a priori le définir, et il est tout le temps lié à un contexte à un moment donné. Ce contexte, il est lié à la prise en charge du patient, au niveau du contexte de son soin, au niveau du contexte du patient lui-même, de l'événement et du contexte scientifique au regard de l'état des sciences sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que cette notion d'inattendu fait appel à quelque chose de subjectif et que l'appréciation par les professionnels est relative. Elle dépend du regard de chacun et de cette notion portée par les professionnels. Il y a un indicateur qui peut vous aider, c'est que dès qu'il y a une rupture dans le schéma de prise en charge qui était prévu, le schéma de prise en charge initial, une modification des objectifs souhaités, un écart entre ce qu'on voulait obtenir et ce qu'on a, on sait qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Ça peut être aussi nécessaire de réaliser en équipe une première analyse succincte pour dire ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cet événement, c'était quelque chose qu'on pouvait éviter ou pas? Donc, il s'agit d'en débattre en équipe pluridisciplinaire pour juger ou pas de son caractère inattendu. Ça, c'est pour les fois où les cas ne sont pas évidents. La notion d'associé aux soins. Alors, elle est capitale pour distinguer ce que vous devez déclarer sur le portail national. Quoi qu'il arrive, quand vous déclarez sur le portail, il faut que la cause amorce, l'événement premier qui a causé l'événement indésirable, soit associé à un soin. Donc, il faut qu'on puisse l'identifier dans votre récit. Soit il a été réalisé plus ou moins bien, soit il n'a pas été réalisé, il est absent. Ou alors il y a une défaillance dans le parcours, mais toujours par rapport à la réalisation de son soin, soit directement dans la prise en charge, soit indirectement. On le verra vraiment avec des exemples tout à l'heure. Si on parle par exemple de cas qui sont les actes suicidaires ou les chutes, comment on peut voir le soin face à ces événements? Donc là, on va appliquer le même schéma de pensée, c'est-à-dire que si par exemple le patient était âgé et qu'on pouvait imaginer que la prise en charge, on pouvait évaluer son risque de chute et mettre en place des barrières de prévention et que tout ça, on ne l'a pas fait en amont et que le patient a chuté, effectivement, il sera lié à l'absence de détection du risque de chute. Donc, il sera associé à des soins.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur la mise en place, la mise en jeu du pronostic vital? Là, ça aussi, c'est sujet à discussion souvent autour des équipes. Il faut vraiment que le pronostic vital soit engagé, qu'il y a eu un risque vital que vous avez récupéré et qui fait qu'à un moment donné, le patient n'a pas été stabilisé. Souvent, vous allez l'envoyer soit en réanimation, soit en urgence au bloc. Vous allez faire des actes de récupération. Si par exemple, il y a une infirmière dans un service qui fait un surdosage en morphine à un patient, qui est très rapidement intercepté par quelqu'un d'autre ou même par elle-même, et que vous avez appelé le médecin, que vous avez, les constantes sont vues, vous avez averti tout le monde, et que le patient, finalement, il n'y a pas eu tout de suite de dommages et que vous l'avez surveillé. Vous l'avez gardé en service, vous ne lui avez pas fait d'antidote, pas de Narcan, il ne s'est rien passé qu'une surveillance. Ça va être un événement indésirable, effectivement, associé aux soins, puisqu'il y a fait une erreur, mais il ne sera pas grave parce que vous ne l'avez pas transféré. Donc, il sera à traiter et à déclarer en interne. On le verra tout à l'heure. Parce que le IGS, tel que le décret le demande, c'est vraiment cette mise en jeu du pronostic vital, mais vraiment avérée. Après, c'est toujours à l'appréciation des professionnels du vécu. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est subjectif. Donc, voilà, bon, ça on l'a déjà dit, on peut avancer un petit peu. Alors, il y a une notion aussi de sans délai pour déclarer sur le portail. Dès que dans le service, vous avez une notion d'un événement indésirable grave associé aux soins, le décret demande que la première partie de l'information soit adressée sans délai par une des personnes mentionnées dans l'article, on verra qui le fera. Sans délai, ça veut dire quoi? En réalité, c'est toujours un terme qui vous pose souci parce que sans délai, ça voudrait dire dès que vous en avez connaissance. Mais il faut quand même rester raison gardée et se dire qu'il faut comprendre ce qui s'est passé à minima pour pouvoir relater cela sur votre formulaire qu'on appelle volet 1 V1. Donc, il vous faut un minimum d'informations, il faut interroger les équipes pour pouvoir raconter un minimum les circonstances de survenue. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que quelque part, sans délai, c'est au plus près après avoir compris ce qui s'est passé. Là, par exemple, ce qu'on va vous demander et ce qui a été bien écrit dans le discours de l'HAS, c'est de bien décrire la nature de l'événement et les circonstances de survenue. Le patient a chuté, c'est la nature de l'événement. Il a chuté, il a chuté du lit en post-op. Et après, on va défiler et on va expliquer ce qui s'est passé. On va dire tout de suite quelles sont les premières mesures qui ont été prises. J'ai appelé le médecin, j'ai fait la radio, etc., etc. Et on va expliquer aussi si l'information a été donnée au patient ou à la famille éventuellement. Donc, cette notion de sans délai est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est d'avoir un minimum de renseignements pour bien rédiger sur ce volet 1, parce que vous verrez qu'après, lorsque vous rédigerez sur le volet 2, on n'y reviendra plus. Donc, il faut absolument qu'on ait une synthèse qui soit assez riche, mais pas trop longue non plus, de toutes les circonstances. On y reviendra de toute façon à chaque fois. Ce décret du 25 novembre, en fait, il y a plusieurs façons de le décliner et de le voir. Donc, il y a des objectifs, des tutelles, et les modalités du décret, on va les voir aussi. Et en fait, les objectifs, c'est quand même de sécuriser la qualité, la sécurité des soins par l'analyse collective d'un événement évitable. Donc, tout le monde peut déclarer sur le portail national. Évidemment, quand on est dans un établissement de santé, on va suivre la procédure interne de déclaration. On va déclarer l'événement sur le système déclaratif de l'établissement. Et après, ça sera les personnes désignées par la direction qui feront une deuxième série saisie sur le portail. Quoi qu'il en soit, c'est destiné à tous les professionnels de santé, libéraux, les établissements médico-sociaux,
tout le monde qui constate un événement indésirable grave associé aux soins peut déclarer sur le portail cet événement. Donc, on va voir aujourd'hui comment on va rédiger sur le volet 1 et la prochaine fois, on verra comment on rédige sur le volet 2. Parce que cette déclaration se veut en 2 temps. La première, justement, pour dire rapidement qu'il s'est passé quelque chose de grave. On vous laisse 3 mois pour recueillir les dossiers, pour comprendre, pour faire les entretiens avec les professionnels, pour comprendre ce qui s'est passé, pour faire votre revue mortalité, RMM, et pour rédiger votre volet 2. Donc, l'idéal, c'est quoi? C'est de déclarer votre événement très rapidement après l'avoir constaté et après avoir fait la synthèse. 3 mois après, vous faites votre volet 2. Mais ce qu'on voit parfois et ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'on fait un volet 1, puis après, on ne fait plus le volet 2, ou alors on fait un volet 1 et un volet 2 en même temps. Logiquement, ça ne peut pas. On ne peut pas à la fois constater un événement et tout de suite après faire la RMM. Donc, le délai est pensé pour laisser le temps aux équipes de s'organiser correctement selon la méthodologie indiquée. On verra quels seront les liens entre la Haute Autorité de Santé, l'ARS et la SRA. La SRA, on verra bien tout à l'heure aussi, est née de ce décret pour accompagner les équipes à justement améliorer la déclaration, mais aussi l'analyse d'un événement grave. Alors, pourquoi il faut un décret finalement pour déclarer un événement indésirable associé aux soins? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un constat, c'est que les événements indésirables associés aux soins, évitables, et j'insiste sur cette notion, ne diminuent pas. Donc, qu'est-ce que c'est un événement indésirable évitable? C'est une situation de soins qui s'écarte de ce qu'on voulait faire, des procédures ou des résultats qu'on recherchait, alors que la situation était habituelle et qu'il n'y avait rien de spécial, on n'était pas dans quelque chose de anormal et qui aurait ou qui est potentiellement source de dommages. Les pouvoirs publics, ce qui est sûr, veulent maîtriser le risque en santé. Donc, je tiens à dire que ce décret, bien qu'il contraint et qu'il oblige les établissements à déclarer leur événement indésirable grave associé aux soins, ce décret se veut d'entrer dans une démarche pédagogique pour développer, aider les équipes à s'acculturer. Les événements indésirables graves qui ne diminuent pas, et ça, c'est les différentes enquêtes NEIS qui le disent. Et finalement, une des façons qu'a pu trouver les tutelles, c'est de dire déclarer et analyser va permettre finalement ce regard rétrospectif pour mettre en place des plans d'action, pour comprendre les causes de survenue, pour travailler en équipe. Et au départ, ce n'était pas obligatoire, et le fait de le rendre obligatoire, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il y a une émulation qui est en train de se créer, et que petit à petit, on va rentrer dans l'analyse systématique des événements où les choses ne se sont pas passées correctement. Donc, c'est vraiment, vraiment un enjeu pour la qualité et la sécurité des soins. Le but, c'est vraiment d'augmenter la sécurité des soins et de diminuer ces événements évitables, d'entrer dans une démarche de culture positive de l'erreur, surtout ne pas chercher de coupable, mais vraiment comprendre les causes de survenue, pas qui est-ce qui a fait ça, mais comment ça a pu se passer, quelles sont les barrières de protection qui n'ont pas fonctionné. Et l'adage, c'est quoi? C'est forcément déclarer pour analyser et pour corriger. Si on ne déclare pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, on met sous le tapis et on ne pourra pas s'améliorer. Et ça va se reproduire. Ça va favoriser le travail en équipe, forcément, parce qu'une analyse collective permet aux gens de parler entre eux sur ce qui s'est passé. L'idée, c'est d'éviter ou, au pire, de limiter les récidives, parce qu'on veut prévenir plutôt que réparer. La prévention, c'est la base de la sécurité, vraiment. Donc, et il faut savoir quand même que les établissements de santé qui sont les plus sûrs, ce sont ceux qui déclarent le plus leurs événements. Et ce sont ceux qui, de fait, analysent leurs erreurs. Attention aux établissements de santé qui ne déclarent jamais leurs événements indésirables.
On sait très bien que c'est impossible qu'un professionnel de santé dans un parcours de soins complexe avec un patient qui va avoir des actes de soins, que c'est impossible que jamais il n'y arrive d'événements indésirables graves associés aux soins. Ce qui est important pour pouvoir déclarer correctement sur ce portail, c'est de comprendre quelles sont les différentes catégories d'événements indésirables. Il existe. Et de comprendre qu'il y a deux circuits. Il y a un circuit interne propre à ce qui est mis en place dans un établissement de santé. Et ce circuit, il existe et en général, il existe et il fonctionne depuis longtemps. Donc pour les professionnels, pour eux, ça ne va pas changer les choses. Ce sont les équipes qualité et en charge, selon la procédure interne, de déclarer sur le portail qui va trier et faire des extractions sur des cas signalés et qui feront une deuxième saisie sur le portail. Ce qui est important, et on le voit encore, c'est de différencier les événements indésirables qui sont liés aux soins et ceux qui ne sont pas liés aux soins. Je tiens à dire que, quels que soient les événements indésirables, liés aux soins ou pas liés aux soins, la procédure de déclarer et d'analyser en interne et de régler les choses en interne avec les directions concernées et les personnes ressources concernées continue. Le portail, ce n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose en plus. Donc, ce n'est pas parce que vous ne le déclarez pas sur le portail qu'il ne va rien se passer pour le patient. Donc, les différents événements indésirables graves d'un établissement, je vous ai mis cela selon l'arborescence que vous avez dans votre logiciel de déclaration, mais c'est à peu près ça. Donc, ça sera l'item agression envers le personnel, tout ce qui est de l'ordre de la logistique, accident du personnel, agression envers usagers. Vous voyez bien que ça, ce n'est pas lié aux soins. Tout ce qui va toucher l'agression du personnel, le droit des patients, la gestion de l'établissement, peut-être un monte-charge qui dysfonctionne, peut-être un ordinateur qui ne fonctionne pas. Tout ça, ça va avoir certainement des dommages et des conséquences sur le patient. C'est normal. On est dans un établissement où tout gravite autour du patient. Donc, au bout du compte, le patient sera toujours directement concerné. Pour autant, le point d'appel, ça ne sera pas le soin. Donc, ça sera traité différemment et certainement pas sur le portail. Alors, portail par portail. En fait, pour savoir ce que je déclare sur le portail ou ce que je ne déclare pas, il faut se dire que vous devez à chaque, alors EIAS, je vous l'ai mis plus haut, événement indésirable associé aux soins, il n'y a pas la notion de gravité là. Hein. Donc là, j'ai quelque chose qui est associé aux soins que je ne voulais pas qu'il arrive. Mais pour l'instant, je ne sais pas s'il est grave ou pas. Donc, je vous cite rapidement. On a bien dit de bien respecter la procédure interne. J'ai un événement associé aux soins qui arrive. Il faut regarder s'il est grave. Et s'il est grave selon la gravité telle que le décret le demande, ou est-ce qu'il est grave selon vos critères de gravité interne. Souvent, les établissements cotent la fréquence de 1 à 5. La gravité de 1 à 5 aussi selon les critères ENEIS. Vous avez des systèmes de gravité qui sont notés et qui sont écrits dans votre système de déclaration interne. En tout cas, si c'est la gravité selon le décret, on l'a un petit peu vu, on va continuer à le voir, forcément, il y a quelqu'un de désigné qui va faire une saisie, qui va remplir le volet 2 sur le portail national. Et on attend de vous que 3 mois après, vous renseigniez le volet 2 après avoir fait cette analyse collective des causes profondes. S'il n'est pas grave tel que le décret le demande, vous allez débriefer ensemble avec les équipes. Est-ce que vous voulez faire une RMM? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça ne l'est pas? Et en tout cas, vous allez suivre et avoir un tableau récapitulatif avec finalement une idée du nombre d'événements indésirables associés aux soins, de l'origine, du lieu, des circonstances de survenue, qui fera un bon indicateur pour votre surveillance. Alors, les bonnes visions, la déclaration interne, vous avez votre procédure donc au sein de l'établissement de gestion des EI. Vous déclarez, le professionnel va déclarer tout type de I. Il va, selon les types de I, analyser les causes et mettre en place des traitements et des plans d'action.
Ça, c'est vraiment à voir en proximité au sein des services. La déclaration externe, quand elle a lieu, elle est forcément sur ce portail national parce que ça correspond au terme du décret. Qu'est-ce que je vais signaler sur ce portail? Tous les EIGS, les vigilances et pareil, là, il n'y a pas le choix. Un EIGS, il est tellement grave, il est tellement évitable que je dois le traiter et mettre en place un plan d'action. Là, il n'y a pas à penser, je le fais pas. C'est ce qu'on attend de vous. La déclaration, ce n'est pas de la délation et ce n'est pas un moyen de se déresponsabiliser. Ce n'est pas non plus un moyen pour obtenir des subventions de l'ARS ou autre. Ce n'est pas une alerte non plus à l'ARS sur des violences physiques, sexuelles, maltraitances. C'est vraiment un processus de déclaration qui doit être vu sur le regard des pratiques de soins, du travail collectif en équipe. Alors, le cadre réglementaire du décret. Bon, décret nous dit déclarer obligation. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas y voir aussi une opportunité? C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pouvoirs publics veulent maîtriser le risque. Et cette notion de maîtrise de risque, elle est quand même assez nouvelle. C'est à peu près depuis 20 ans en santé qu'on essaie de maîtriser le risque. On essaie de pomper un petit peu l'expérience de ce qui se passe depuis plusieurs décennies en aviation civile. Ce qui est sûr, c'est qu'on fait un focus en établissement de santé sur comment éviter les dommages évitables, comment éviter les survenues d'événements qu'on aurait pu maîtriser en mettant en place d'autres pratiques, des barrières de prévention différentes. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'en 2002, avec la loi Kouchner, il y avait la première obligation de déclarer ces événements indésirables, mais ce n'était pas vraiment fait. Pas tout le monde le faisait. En 2004, il y a eu un petit peu une envie supérieure avec la loi du 9 août, où on a une petite introduction sur le principe de prévention. Et on commence à parler des événements indésirables avec l'idée de dire peut-être que la notion de prévention, il faut quand même maintenant s'y attacher. C'est vrai qu'en France, on est très fort pour ce qui est d'une approche curative. On est bon pour soigner, pour récupérer, mais on attache un peu moins de moyens à la prévention. Or, la prévention, c'est délimiter le risque. Hein. C'est comme un enfant à qui on met des barrières de sécurité pour pas qu'il tombe du lit. En 2016, on a la loi santé qui vient nous dire que finalement, cette obligation de déclarer, on l'étend à tous les établissements de santé et notamment aux établissements médico-sociaux. Et on arrive avec notre fameux décret de novembre 2016 qui va bien plus loin, qui ouvre un portail à tous et qui nous demande en plus de déclarer, qui nous oblige à analyser les causes profondes de cette déclaration. Donc là, il y a l'analyse qui arrive aussi. Donc ce décret, finalement, il a vu naître la structure régionale d'appui à la qualité-sécurité des soins qui viennent en appui à la demande de l'ARS ou à la demande de l'établissement, aider les professionnels à améliorer la sécurité des soins. Alors bien sûr, bien entendu, la déclaration, c'est quelque chose qui se travaille en fond parce que ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait des professionnels qui puissent comprendre et faire l'analyse méthodo en équipe. Donc, c'est quelque chose qu'on verra la prochaine fois, ça. Alors, EIGS, on est bien ça, événement indésirable grave associé aux soins. Que faut-il signaler sur le portail national? Je le répète, il faut vraiment distinguer les différents types d'événements indésirables. Donc, ce décret-là, il dit, qu'est-ce que c'est un événement indésirable grave associé aux soins? Il faut que la cause amorce, qu'au départ, le départ, ce soit un soin fait bien ou pas bien, une erreur de diagnostic, une erreur médicamenteuse liée, alors que ce soit
lors d'un acte d'investigation, de traitement, d'un acte médical à visée esthétique ou acte de prévention, dès que j'ai un acteur de première ligne, dès que j'ai un soin réalisé qui aurait pu être fait autrement, qui n'était pas ce que je voulais faire, et que ça amène un résultat surprenant, inattendu, parce que le patient, il n'était pas rentré pour ça, ou alors son état de santé n'était pas lié, et sa pathologie non plus, avec comme conséquence un décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue d'un déficit fonctionnel permanent, y compris l'anomalie ou une malformation congénitale, on est dans le cadre du décret. Donc, il faut absolument que toutes ces notions s'ajoutent. Quand j'ai ça, je peux le déclarer sur le portail national. Je vous donnerai des exemples. Donc, sur le portail, vous n'avez pas que la déclaration IGS, on a dit que vous pouviez aussi déclarer si l'événement est lié, par exemple, à un matériel défectueux, vous pouvez aussi déclarer la vigilance matériaux-vigilance. Vous pouvez mutualiser les déclarations, on le verra au pas à pas tout à l'heure. Alors, lié aux soins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans votre récit d'événements indésirables, la cause amorce d'une conséquence qu'on ne voulait pas avoir sur un patient, ce n'est pas des soins, ça ne sera pas déclaré sur le décès. Ça veut dire que ça ne sera pas lié au patient. Si c'est des risques professionnels, de la maltraitance, si de la sécurité de la personne est engagée, ça ne sera pas dans le cadre du décret. Alors, lié aux soins, j'ai un surdosage médicamenteux, une erreur médicamenteuse, une confusion de produits. Je donne du chlorure de magnésium au lieu de donner du chlorure de sodium à un enfant de 3 ans. Donc forcément, ce n'est pas ce que je voulais. Et forcément, l'enfant de 3 ans qui est là pour une angine et qui va décéder parce que je lui ai donné du chlorure de magnésium au lieu du chlorure de sodium, vous comprenez bien que c'est quelque chose qui sort du parcours attendu. Ce que je voulais, moi, c'est lui donner du chlorure de magnésium, du sodium. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être lié au patient, c'est lié à mon erreur médicamenteuse. Le patient, il avait une angine, il n'avait pas quelque chose de grave. Il ne devait pas avoir des conséquences graves. Ce n'est pas non plus un aléa thérapeutique. Il y a vraiment, à la base, un soin que j'aurais pu faire autrement. C'est grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai fait comme soin ou ce que je n'ai pas fait comme soin, ça a entraîné soit le décès, soit le pronostic vital. Alors, le pronostic vital, encore une fois, c'est vraiment très subjectif. Parfois, il faut discuter en équipe. Ou alors, on sait qu'il va y avoir probablement un déficit fonctionnel permanent. Si, par exemple, vous avez une personne qui tombe, qui chute et qui tape la tête, il y a quand même de fortes chances qu'elle peut avoir plus tard un hématome sous-dural ou quelque chose qui peut être très grave. Donc, effectivement, même, je ne vais pas attendre, je vais le déclarer parce que je sais que ça peut être grave. Donc, ce qu'il faut bien distinguer, c'est quels sont les critères de gravité selon le décret et quels sont les critères de gravité selon mon établissement. Ce qu'on entend encore parfois à tort, c'est oui, mais je vais quand même le déclarer sur le portail parce que c'est grave. Ça dépend quel est le niveau de gravité. Il faut absolument qu'il y ait un décès, que vous ayez envoyé le patient en réa, que vous avez fait des antidotes, si vous lui donnez 10 fois la dose de morphine et qu'après vous arrivez à le récupérer parce que vous l'avez sucré et qu'il n'est pas mort, évidemment, vous avez mis en jeu son pronostic vital parce que si vous n'aviez pas récupéré, il serait décédé. Donc, survenue d'un déficit probable fonctionnel, ça encore, ça ne pose pas de problème. Il faut vraiment que l'association de tous ces critères soit là. Et du coup, ces notions doivent s'ajouter. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne déclare pas sur le portail qu'on ne traite pas l'événement. Donc, si vous ne le déclarez pas sur le portail, ça peut être un EIAS, c'est un événement indésirable grave associé aux soins,
il n'y a pas la gravité du portail. Ou alors, ça peut être de la matériau, ça peut être qu'est-ce que ça peut être? Peut-être un risque professionnel, ça peut être maltraitance. Qui peut déclarer sur le portail? Donc, tout professionnel, quel qu'il soit son lieu et son mode d'exercice, tout représentant légal, qui constate un événement grave associé aux soins, le déclare au directeur général de l'ARS au moyen du formulaire prévu. En déclarant sans délai, donc s'il y a un risque médiatique, il faut avertir l'ARS. Alors, distinguez bien la déclaration interne et sur le portail. Donc, le portail, il est quand même ouvert depuis mars 2017. L'intérêt du décret, c'est de, vous l'avez vu, favoriser la mise en place d'un dispositif qui permet cette analyse ensemble et ces retours d'expérience pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Si on met sous le tapis, on ne pourra pas comprendre les circonstances de survenue. On veut éviter les récidives. Ça permet d'acculturer les équipes, cette vision globale des risques, avec cette approche selon la méthode alarme, font comprendre quels sont les risques liés à des procédures obsolètes, à une organisation défaillante, à un environnement qui n'est pas propice. La survenue d'un événement indésirable grave, ça ne signifie pas qu'on va mettre un focus sur un seul professionnel. Il ne s'agit pas de dire qui est-ce qui a fait l'erreur. Il s'agit de dire comment l'erreur a pu être faite et pourquoi on en est arrivé là. Surtout ne pas chercher de coupable, mais les causes. Et en toile de fond du décret, c'est vraiment ça, détecter, signaler, analyser, comprendre, pour maîtriser le risque. Les autres points du décret, donc impératif de faire signer et d'afficher une charte de non-punitivité, de confiance, quel qu'il soit, mais que l'établissement affiche le fait qu'il n'y aura pas de sanction si on déclare. Respecter l'anonymat du déclarant, c'est-à-dire il faut écrire IDE1, médecin 1, pas de nom de patient, c'est très important. Faire bien par le médecin l'annonce des dommages associés aux soins. L'ARS, forcément, a un rôle de regard et toujours de bienveillance par rapport à ça, parce que tout le monde est dans la culture du risque et peut vous demander d'avoir un accompagnement pour mieux rédiger les volets. Donc, c'est pour ça que la SRA existe. Comprendre et convaincre. Alors là, rapidement, décret, pas décret. L'ascenseur d'un établissement de santé tombe en panne alors que le patient est à l'intérieur et qu'il doit se rendre au bloc. Il est accompagné des brancardiers conformément à la procédure. L'intervention ne sera pas reportée. Bon, je vous ai fait la même avec l'intervention sera reportée. D'après vous, décret, pas décret? Bon, on va vous donner la réponse. C'est Valentine qui vous donne la réponse. Non, ce n'est pas un EIGS au sens du décret, car il n'y a pas de conséquences graves pour le patient et ce n'est pas associé aux soins. Et même s'il y en avait une, c'est l'ascenseur qui a la cause du report du bloc et non un professionnel. Donc c'est grave, c'est à traiter en interne, mais en tous les cas, ce n'est pas déclaré sur le portail. Ce n'est pas un EIGS. Un patient connu pour des antécédents d'infarctus se rend aux urgences avec son épouse et fait un arrêt cardiaque devant la porte du service des urgences. Décret, pas décret? Non. Pourquoi? Ce n'est pas un événement, car l'événement n'était pas inattendu. Et voilà. Le patient a des antécédents d'infarctus. Un patient âgé de 75 ans opéré du col du fémur dans un service d'ortho la nuit fait une chute de son lit. Les radios indiquent une fracture cervicale, de l'omoplate et une hémorragie cérébrale. Décret, pas décret? Décret. Effectivement, le patient aurait dû être surveillé car il sort d'une opération du col du fémur, donc on doit tout mettre en place pour pas qu'il chute. En plus, il est 75 ans. La notion d'évitabilité est plus facile à comprendre. Une sage-femme doit faire un Lovenox à dose préventive à une patiente. Elle se trompe de chambre, elle fait l'injection à une autre. Elle signale son erreur à l'équipe. Il n'y aura pas de dommages, pas de conséquences pour la patiente. Décret, pas décret? Pas décret. Il n'y a pas de conséquences pour la patiente. Par contre, vous le déclarez en interne, c'est un EIAS, c'est un événement indésirable associé aux soins. Il y a une erreur médicamenteuse, mais elle n'a pas eu de conséquences. Un service de 30 lits dans un hôpital public se retrouve en sous-effectif d'infirmiers pour la vacation d'après-midi. Au lieu de 2 infirmiers, un seul se trouve en poste car le second vient de s'arrêter pour maladie. Pas de possibilité de remplacement pour la vacation. Décret, pas décret? Pas décret. Il n'y a pas d'événement pour le patient, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de gravité avec les informations que l'on a. Les problèmes RH se règlent pas
via le portail national. Ce n'est pas un événement indésirable associé aux soins. Par contre, on va trouver en cause profonde le fait qu'on est en sous-effectif et que ça a concouru peut-être à une erreur, si un jour il y a une erreur. Patiente admise pour douleur abdos aux urgences durant ses règles. Elle ressort avec des prescriptions dentalgiques. Elle est réadmise plus tard pour péritonite. Décret, pas décret? Décret. La patiente a eu une conséquence grave. Elle a eu une péritonite et elle n'a pas été diagnostiquée lors de sa venue aux urgences. Clairement, là, c'est un défaut inattendu. C'est inattendu, c'est un défaut de diagnostic. Donc, la déclaration des événements indésirables, elle va se baser, lorsque vous allez faire le V2, on le verra la prochaine fois, sur l'approche systémique selon le schéma de Rison. Donc, l'erreur, elle est forcément la conséquence d'une série de failles qu'il s'agit de comprendre et qui sont liées à un contexte un peu plus large, le management, les ressources humaines, les conditions de travail, les professionnels, les usagers. On le verra. Connaître ou punir, il faut choisir. L'erreur doit être considérée comme une opportunité intellectuelle, individuelle et collective d'apprentissage. L'analyse approfondie des causes, ça permet ces mesures correctrices et ça permet finalement pour des cas similaires de limiter la reproduction. Le portail maintenant, pas à pas. Donc, pour rappel, donc, comme vous l'a dit Patricia, lorsque vous faites votre déclaration, il ne doit y avoir aucune donnée nominative, donc c'est-à-dire pas le nom des professionnels impliqués dans la prise en charge du patient et pas le nom non plus du patient. Vous pouvez mettre Madame X, Madame L, peu importe. Et IDE, pareil, IDE1, AS1, mais pas de nom de professionnel. Donc, lorsque vous arrivez sur le portail de signalement des événements sanitaires, donc vous avez 3 choix. Donc, vous êtes un particulier. Donc, dans ce cas-là, ça va être lorsque l'usager veut déclarer un événement. Mais là, nous, ça ne va pas être dans ce cas. Nous sommes un professionnel de santé. Donc, nous cliquons là-dessus. Alors, il faut à peu près 10 minutes pour enseigner cette première partie. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez commencé la déclaration, vous devez aller jusqu'au bout. D'où l'intérêt de préparer votre V1 sur un modèle vierge. On vous en propose, la Haute Autorité de Santé vous propose aussi un volet 1 et un volet 2 vierge à renseigner pour être sûr qu'après, vous n'aurez que des copier-coller à faire. Et sur le portail également, vous pouvez télécharger un modèle PDF de déclaration vierge. Donc ensuite, vous avez donc tous les types d'événements que vous pouvez signaler sur ce portail. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, donc, dans ce cas-là, ça va être l'événement indésirable grave associé aux soins, la première partie, sachant que vous pouvez quand même déclarer, vous pouvez cocher plusieurs événements. C'est-à-dire que si vous avez eu un problème de pharmacovigilance qui est associé à un EIGS, vous pouvez cocher les 2 cases et cliquer. Et en fait, vous ferez une seule déclaration en 2. Voilà, vous pouvez mutualiser ces types d'événements parce que parfois, on peut avoir plusieurs déclarations à faire. Donc là, on se consacre uniquement à l'item EIGS. Donc, la partie 1, donc là, ça va être, donc, on vous l'a dit également, donc ça va être la nature de l'événement, les circonstances de survenue de l'événement, les premières mesures que vous avez prises vous au sein de l'établissement, les soins, d'autres mesures. Et est-ce qu'il y a eu une information aux patients, aux proches ou à une personne de confiance, sachant que l'information du dommage associé aux soins est obligatoire. Alors, ce qu'on va vous demander, c'est si c'est possible, de bien déterminer quel est le type d'événement. Le type d'événement, c'est la chute, la fugue, l'erreur d'administration, l'erreur de côté. Ce que vous pensez vouloir nous signaler, parce que parfois, c'est tellement dilué dans des discours qu'on ne sait pas ce que vous vouliez dire. Donc, c'est bien de le verbaliser, de le formuler en début. Donc, ensuite, vous décrivez comment ça s'est passé avec... C'est pour ça qu'il faut savoir rédiger un chronogramme, il faut avoir un esprit synthétique pour avoir la chronologie des faits. Et il faut vraiment dire qu'est-ce qu'il y avait juste avant l'accident. Le patient, il a 3 ans, il est rentré pour angine. On voulait le réhydrater, donc on comprend pourquoi il était là. Comment s'est déroulé l'événement? L'infirmière, elle a pioché 2 poches qui se ressemblaient, elle a confondu, etc. On a essayé de le réanimer, on n'a pas pu. La conséquence, c'est malgré le fait que l'équipe est venue, le petit est décédé. Il faut vraiment qu'on comprenne tout ce déroulé. Et donc ensuite, il y a la deuxième partie que vous voyez là, que ça, c'est la partie qu'on traitera donc lors du prochain comptoir qui aura lieu le 12 mai.
Donc, la déclaration sans délai. Donc là, vous avez à ce niveau-là donc le modèle du formulaire que vous pouvez télécharger afin de préparer votre déclaration. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur commencer et commencer donc votre déclaration. Donc, une première partie, donc ça va être les informations qui concernent le déclarant, donc la personne qui déclare sur le portail l'événement. Donc, cette personne-là doit renseigner son nom, son prénom, son courrier électronique afin que l'on puisse la recontacter derrière si on veut des informations supplémentaires, si elle a demandé l'appui de la SRA, tout ça. Sachant qu'on vous demande vos coordonnées, mais on ne va pas les transmettre. C'est vraiment pour pouvoir entrer en contact avec vous. C'est-à-dire que lorsque l'ARS va clôturer vos deux volets et après les transmettra à la haute autorité de santé, il n'y aura pas votre nom qui apparaît. Hein. C'est important de voir ça. Donc, ni le nom de l'établissement d'ailleurs. Il n'y a plus aucune information. C'est juste que l'événement provient de la région PACA. On est vraiment sur l'envie de travailler sur le risque et sur les pratiques. Hein. On n'est pas là pour cibler les individus. Hein. Ensuite, donc, vous avez les informations liées aux patients. Donc, est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs patients qui ont été concernés par l'événement? Donc, lorsqu'il n'y a qu'un seul patient concerné par l'événement, donc ensuite, on demande le sexe, l'âge, la tranche d'âge, et si c'est une femme qui était enceinte, le nombre de semaines d'aménorrhée. Sachant que ce n'est pas une question obligatoire, les questions obligatoires sont celles qui ont la petite astérix rouge. Donc là, on arrive à la partie donc circonstances de l'événement. Donc la date de constat de l'événement, le lieu de constat de l'événement. Et qu'on demande ensuite, le lieu de constat est-il différent du lieu de survenue de l'événement? Parce qu'un événement, il peut avoir lieu par exemple au domicile du patient, une infirmière vient donner des soins au patient et fait un événement indésirable grave et le patient est ensuite transféré à l'hôpital, aux urgences et c'est au niveau des urgences qu'on constate l'événement. Donc voilà la différence entre le lieu de survenue de l'événement et le lieu de constat de l'événement. Ensuite, on demande dans le département de survenue et qu'avez-vous constaté? Donc là, c'est à cet endroit-là que vous devez décrire le déroulé de l'événement pour qu'on comprenne vraiment ce qui s'est passé. Alors, rappel, les faits doivent être décrits de manière simple. Il faut privilégier les phrases courtes, rester factuel, éviter les abréviations. C'est compliqué pour une lecture extérieure, on ne comprend pas. Il faut qu'on voit les acteurs de la prise en charge, les lieux, les pratiques impliquées, les organisations. Il s'agit de décrire le qui fait quoi, quand, comment. Voilà. Basez-vous sur la façon d'écrire un chronogramme quand on fait une analyse systémique. Ça peut être utile pour avoir cette vision synthétique. Parfois, on peut avoir, je vous donne un mauvais exemple parce que le long, c'est un peu plus long à faire, un mauvais exemple de déclaration. Que s'est-il passé? Fracture du col du fémur survenue en post-opératoire. Ben, on ne sait pas en fait, ça ne nous suffit pas. Il faut vraiment mettre le contexte et bien préciser les choses. Donc ensuite, vous avez la partie, donc les circonstances de l'événement. Donc, quelles sont les conséquences constatées pour la personne exposée? Donc là, vous avez le choix uniquement entre les trois conséquences qu'on vous a citées précédemment, donc le décès, la mise en jeu du pronostic vital et la survenue d'un déficit fonctionnel permanent. Si ce n'est aucun des trois, c'est que ce n'est pas un EIGS. Et ensuite, vous avez donc quel était le diagnostic principal de prise en charge du patient avant la survenue de l'événement. Donc, pourquoi le patient était hospitalisé, par exemple. Quel est l'acte de soin qui est impliqué dans l'événement? Ce qui est important pour le diagnostic principal, ça permettra de voir la notion d'évitabilité et d'inattendu. Quand je vois que l'enfant il était entré pour une angine et qu'il est décédé, bah, je comprends qu'il y a une notion d'évitabilité. Donc, qu'est-ce qu'il avait avant? Ça permet de pondérer et de comprendre la situation aussi. Donc, l'acte de soin qui est impliqué dans l'événement. Et enfin, donc, les premières hypothèses de cause de survenue de l'événement. Pourquoi l'événement est arrivé? Voilà, après, vous n'avez pas fait l'analyse, vous allez écrire ce qu'on vous a dit et bien entendu, peut-être que ça ne sera pas du tout ça que l'équipe va comprendre lorsqu'elle aura fait la RMM à distance. Mais là, ce n'est pas grave, vous dites d'après vous ce qui s'est passé. Donc, les autres conséquences. Donc, est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences au niveau du personnel? Il faut bien faire attention à la notion de seconde victime parce que les personnels peuvent se sentir coupables. Donc, vous pouvez mettre en place des cellules d'écoute, par exemple. Est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences pour la structure, donc des conséquences médiatiques, par exemple, et ensuite d'autres conséquences autres que pour la structure ou pour le personnel?
Donc, il faut vraiment s'attacher à récupérer tous les dommages faits aux patients, mais aussi à protéger les professionnels de sentiments de culpabilité et vraiment à éviter les suraccidents. C'est très, très important, cette approche non punitive de l'erreur et bienveillante. C'est pour ça que la charte de non-punitivité est importante. La culture du risque est importante à diffuser partout. On ne déclare pas pour se faire du mal, c'est pour faire mieux la prochaine fois. Donc, il faut apprendre de ses erreurs et pas en être meurtri. C'est très, très important. Donc ensuite, les mesures qui ont été prises pour le patient ou le résident à la suite de l'événement. Donc, est-ce que vous avez mis des soins en place, donc des manœuvres de réanimation, des antidotes? Est-ce que vous avez réorganisé les soins? Est-ce que vous avez changé le matériel ou d'autres mesures mises en place? De toute façon, vous avez fait une sorte de pompe, hein, une sorte de storyboard, où il y a des explications qu'on n'a pas forcément le temps de vous donner et qui va vous expliquer pas à pas, voilà, pas à pas, comment renseigner. Donc, ne vous inquiétez pas, si on va trop vite, vous allez tout avoir comme support. Et enfin, on demande donc si une information du dommage associé aux soins a-t-elle été délivrée au patient dans le cas où le patient est toujours en vie, et également est-ce qu'une information a été donnée aux proches. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, cette partie-là, c'est obligatoire d'annoncer à un patient et à ses proches un dommage associé à un soin. Ensuite, les autres mesures prises. Donc, est-ce qu'il y a eu une réunion entre l'équipe soignante concernée et l'équipe de direction? Est-ce qu'il y a eu des mesures prises pour le soutien du personnel, donc comme des cellules d'écoute? Et enfin, est-ce qu'une information a-t-elle été communiquée? Donc ça va être, est-ce que par exemple dans le cas d'une fugue, ça va être communiqué à la gendarmerie? Voilà, après vous avez une liste, si vous cochez oui, il y a une petite liste déroulante qui apparaît. Et enfin, on vous demande, est-ce que vous pensez que l'événement est maîtrisé? Et enfin, donc, on vous demande comment vous allez organiser l'analyse de cet événement. Donc, est-ce que vous êtes en RMM, en équipe pluridisciplinaire, etc. Et donc, ensuite, on demande est-ce que vous avez la compétence. Vas-y. Juste un petit point, la RMM doit être faite en équipe avec les professionnels impliqués, pas 2 à 3 dans un bureau. C'est hyper important d'avoir la restitution de l'équipe impliquée. Et donc, est-ce que vous avez en interne les ressources et la compétence pour analyser cet événement? Et est-ce que vous souhaitez l'expertise d'une aide extérieure pour réaliser l'analyse approfondie des causes? Donc, vous pouvez avoir les compétences nécessaires en interne, mais souhaitez quand même d'avoir une expertise externe pour vous aider à analyser l'événement. L'un n'empêche pas l'autre. N'oubliez pas de conserver votre numéro qui sera attribué lorsque vous allez déclarer, parce que vous allez en avoir besoin lorsque vous allez déclarer le volet 2, 3 mois après. Donc ça, c'est important de bien le conserver et d'enregistrer votre déclaration. On va reprendre le PowerPoint. Donc pour conclure, déclarer favorise la culture sécurité. Donc c'est vrai que le décret du 25 novembre rend cette déclaration et cette analyse avec le traitement obligatoire. On insiste vraiment que la volonté des tutelles, au-delà de cet aspect réglementaire d'obligation, c'est vraiment de travailler sur le risque, sur la culture des gens, sur l'esprit d'équipe, sur la coopération et au bout du compte de corriger, d'éviter les erreurs. On apprend beaucoup en collectif. Les recommandations, les conférences de consensus, tout ce qu'on lit lorsqu'on fait une RMM pour voir les bonnes pratiques idéales, eh ben, ça fait monter en compétence, on comprend les pratiques qu'il fallait avoir. Donc, ça permet aussi aux professionnels de s'améliorer pour les fois d'après. Donc, ça permet aux professionnels des établissements de devenir acteurs de leur système de signalement parce qu'ils vont comprendre, eux, en recherchant leur cause immédiate et profonde, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ils seront davantage impliqués, davantage sensibilisés à la gestion de ces erreurs médicaux et de ces risques médicaux évitables. Et toujours avec le but, c'est d'améliorer la prise en charge du patient. Donc, déclarer sur le portail, c'est les idées fausses. Non, l'ARS ne va pas venir vous inspecter parce que vous déclarez trop sur le portail. Au contraire, ils seront contents si vous déclarez sur le portail. Donc, ça voudra dire pour eux que vous êtes dans la culture de la transparence et que de l'amélioration. Donc, non, ce n'est pas un moyen de vous couvrir parce que vous avez entendu qu'il y a des plaintes des familles ou des patients. On ne déclare pas sur le portail une plainte, une agression sexuelle. Il y a d'autres circuits pour ça. Ce n'est pas parce qu'on ne le déclare pas sur le portail via l'item UIGS qu'il ne va rien se passer. Ce n'est juste pas le lieu et ce n'est pas le circuit. Vous avez
des circuits adaptés pour chaque type d'événement indésirable. Ça ne doit pas être un règlement de compte entre professionnels, ça ne doit pas être un acte de malveillance, un problème technique, logistique, c'est d'autres circuits, on l'a dit tout à l'heure, et ça se traite en interne. Donc oui, ça aussi, on ne fait pas une analyse, une déclaration à 2 ou à 3. Ce qui est important aussi, c'est de dire que, bon, ça on le verra tout à l'heure, c'est que c'est pas risquer votre vie de déclarer. On m'a dit ça la dernière fois parce que les gens parfois ont peur de déclarer sur le portail, ont peur des peurs de l'inconnu. Pas du tout. Tant que vous déclarez et que vous analysez, on verra l'envie que vous avez de vous améliorer. En cas de doute sur un circuit de déclaration, vous nous contactez, vous contactez l'ARS, il n'y a aucun problème pour ça, on vous oriente. La bonne vision, c'est que le travail d'analyse se poursuit en interne, même si ce n'est pas déclaré sur le portail, c'est pas parce que ça se déclare pas sur le portail que vous n'allez pas le faire l'ARMM intramuros. Il faut traiter tous les types d'événements indésirables liés aux soins, non liés aux soins, qui permettent d'améliorer la prise en charge du patient, pas uniquement les EUGS. Il faut s'attacher à toujours bien décrire les circonstances de survenue, bien renommer le IGS, est-ce que c'est une fugue, est-ce que c'est une erreur de diagnostic, est-ce que c'est un défaut de prise en charge. C'est important de nous le dire au début, comme ça on comprend ce que vous voulez dire et puis après vous faites votre déroulé. Le lecteur ne vous connaît pas, il ne connaît pas l'histoire, il ne connaît pas l'institution. Il faut être précis, vous mettre dans la peau de celui qui va lire et qui ne va pas comprendre. Au bout du compte, vos déclarations vont être relues par l'ARS et si elle est correcte, elle va être envoyée à la haute autorité de santé. Donc, c'est important que ce soit bien formulé pour qu'on puisse comprendre et puis qu'on puisse travailler sur ces situations à risque plus tard. La qualité des déclarations reflète la maturité de l'établissement. Ça, c'est plus on déclare bien, plus on comprend que l'établissement sait de quoi il parle et a l'habitude de travailler de cette façon. Il faut faire la déclaration avec un professionnel concerné, même si c'est un directeur qui déclare. Il faut absolument avoir le témoin oral de quelqu'un qui a vécu l'histoire, parce que sinon il va y avoir des gaps et c'est pas bon. Donc coordonnez-vous pour améliorer cette déclaration et cette qualité de déclaration. N'oubliez pas de communiquer que vous l'avez fait aux équipes. C'est avant tout de déclarer une démarche pédagogique. Rappelez-vous que quand vous déclarez, ça doit être un chrono factuel. Si c'est des médicaments, vous mettez quel nom de médicament, combien, notez les constantes, voilà, qu'on puisse comprendre vraiment ce que vous voulez dire. Vous le savez, nous, on ne le sait pas. Donc, pour la bonne rédaction du volet 1, pas d'abréviation, on répète, pas d'identité, il ne faut pas que ce soit long, pas trop court, trop dilué, insuffisamment relié à l'événement. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de faire synthétique. C'est compliqué de résumer. Ça, vraiment, c'est un exercice de style. Relisez-vous, faites relire à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il comprend ce que vous avez écrit? Est-ce que l'événement signalé est bien noté? Est-ce que vous avez fait une phrase d'accroche vraiment pour qu'on comprenne bien? Par exemple, chute d'un patient opéré la veille d'une prothèse de genou. Ben moi, je lis ça, je comprends ce que vous voulez dire. Après, vous allez me raconter comment il a fait. Voilà, donc ça, ce début, c'est important. Le contexte, j'insiste, mais c'est important. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Pourquoi il était là, le patient? Qu'est-ce qui s'est passé pendant? Et qu'est-ce que vous avez fait après? Si nécessaire, les antécédents et le contexte, ça permet d'avoir cette vision globale qu'on n'a pas en quelques lignes. Donc, est-ce que tout ce que vous avez mis sont liés à l'événement ou pas? Ce n'est pas la peine de raconter des choses qui ne sont pas liées parce que ça ne fait pas avancer la compréhension. Vous mettez vraiment que ce qui est lié à l'événement. Est-ce que vous êtes hors sujet? Voilà. Sachez que le volet 2 nous permettra de comprendre ce qui s'est passé. Encore quelques questions. Qu'est-ce que je fais si le cas est limite, frontière? Il y a des cas, on ne sait pas si on doit le déclarer ou pas. Ça, c'est normal. Eh bien, on discute en équipe. On discute en équipe. Vous appelez votre ARS si vous voulez. Vous nous appelez. On ne sait pas toujours. Des fois, est-ce qu'il y a la mise en jeu? Est-ce que c'est inattendu? Est-ce que c'est... On ne sait pas trop. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, vous en discutez. Des fois, c'est évident et des fois, ça ne l'est pas. Il n'y aura jamais des cas francs tout le temps. Donc ça, vraiment, questionnez autour de vous des gens qui ont l'habitude et n'hésitez pas. Comment impliquer les médecins à la déclaration? Ça fait partie de la culture de l'établissement et de l'acculturation qu'on met en place, la formation, comment le top management se positionne par rapport à ça. Donc, les médecins, comme tout le monde, il est tenu à déclarer.
Comment est-ce qu'on peut envoyer le volet 1 et 2 en même temps? Si on respecte la réglementation de déclarer sans délai, on ne peut pas à la fois constater et s'organiser pour faire la RMM. Logiquement, on ne devrait pas. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une faille dans le système. Donc, si je connais l'événement tardivement, est-ce que je dois quand même le déclarer? On n'a pas toujours les réponses. Ça dépend. Appelez l'ARS. Voilà, voyez pourquoi ça peut avoir le coup. Enfin, l'idée, c'est vraiment de ne pas rester dans le questionnement quand vous avez un doute. Disons, moi, je dirais quand même, il vaut mieux déclarer que pas déclarer quand même. Voilà, mais il faut pouvoir le traiter aussi, hein, parce que s'il est arrivé il y a 1 an, ça va être compliqué de refaire l'histoire. Alors, si j'ai déclaré un EIGS et que j'ai rédigé le volet 1, mais je ne le retrouve plus le numéro de ma déclaration, qu'est-ce que je fais? Il y a un envoi qui est mis sur la boîte avec ce numéro à 17 chiffres. Si vous ne retrouvez pas votre accusé, vous contactez l'ARS qui vous redonnera la marche à suivre pour le volet 2. Quand vous faites, est-ce que c'est, si mettons j'ai déclaré le volet 1, est-ce que je dois aussi le déclarer le volet 2? Non, ce n'est pas forcé que ce soit la même personne. Vous avez le numéro à 17 chiffres et vous pouvez séparer les déclarations. Ce n'est pas parce que vous faites une RMM avec la SRA ou avec un rapport de RMM que vous ne devez pas faire le volet 2. Le volet 2, c'est vraiment indépendant de l'analyse que vous allez faire. C'est vraiment l'extraction de votre RMM où vous allez faire des copier-coller de tout ce que vous avez fait en équipe. Voilà, toute l'équipe vous remercie. La suite, c'est pas fini, on n'a pas tout dit. C'est très court, hein, 1 heure, c'est très, très, très court et c'est très frustrant. On fera la suite au volet 2, c'est la suite pour les établissements de santé. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tous les cas, n'hésitez pas. Il y a des questions. Oh là là. On va peut-être mettre le micro là. Oui. Comment le service qualité peut-il être mis au courant des EIGAS déclarés par des professionnels de l'établissement? Comment répondre au volet 2 dans ce cas et accéder aux déclarations? Comment le service qualité peut-il être mis au courant des EIGAS déclarés par les professionnels? Ben, logiquement, via votre outil de déclaration interne. Hein. Alors, soit en établissement sanitaire, en général, vous êtes tous informatisés. Quand on aura les contours avec les EHPAD, peut-être qu'on va, on va avoir encore des circuits papier, mais logiquement, vous avez un outil informatisé, alors que ce soit Blue-Medi ou autre, vous avez tous un outil de déclaration. Donc, logiquement, vous devez pouvoir le faire. Comment récupérer la copie de volet 1? Ça, je crois qu'on a répondu du coup. Une fois rempli, Ah, c'est bien parce que vous êtes fait les questions et les réponses, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Est-ce que vous considérez qu'une chute entraînant une fracture sur une PTH et, ah oui, bien sûr, une chute entraînant, alors c'est toujours pareil, hein, quand même, un patient qui a été opéré, qui est hospitalisé, de toute façon, ça fait partie des risques fonctionnels, oui, tout à fait. Est-ce que l'ensemble des participants reçoit les réponses aux questions posées? Oui, vous recevrez tous. De toute façon, je vous envoie, comme d'habitude, je vous envoie le replay. Là, on a enregistré la séance, je vous envoie le replay, le PowerPoint que l'on a diffusé, le questionnaire de satisfaction et en plus les informations dans le storyboard que vous disiez, Patricia. Ça, je vous l'envoie également dans un mail entre vendredi et lundi. Donc, si entre vendredi et lundi, vous n'avez rien reçu, vous m'écrivez un mail pour que je vous renvoie les documents. En général, le storyboard, avec le PowerPoint, ça va vous aider. Si vous avez besoin d'autre chose, on le fait bien volontiers. On va vous remettre un petit quiz qu'on avait fait aussi. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces déclarations et les retours nationaux pour éviter que ça arrive? Qu'est-ce que vous faites de toutes ces déclarations? Il y a un retour national pour éviter que cela n'arrive dans d'autres établissements. Alors oui, alors c'était pas le but de parler de ça parce que moi je voulais juste vous parler de la déclaration V1. Mais alors qu'est-ce qui se passe? L'ARS, une fois par an, va envoyer l'ensemble des déclarations qui sont terminées des volets 1 et des volets 2 anonymisés à la Haute Autorité de Santé qui va faire une analyse et qui va faire un rapport, le rapport de la Haute Autorité de Santé de la déclaration de tous les événements de France
est déjà en ligne. Vous pouvez aller voir, ils font finalement un résumé des extractions, des synthèses. Alors ça, il faut savoir que ça leur permet de dégager finalement les situations à risque, tous les cas récurrents, d'engager des recommandations, de mettre en place des groupes de travail. Il y a un groupe de travail national sur la chute qui va être mis en place par la Haute Autorité de Santé parce qu'il y a beaucoup de chutes. Donc oui, c'est quelque chose qui est très important. Il faut savoir par exemple que nous sommes classés avant-dernier, la région PACA-Corse, dans la qualité des déclarations, c'est-à-dire qu'on est presque les derniers plus mauvais. Donc on a quand même de quoi s'améliorer sur la qualité des déclarations. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas bien les choses en interne, ça veut dire qu'on ne le retrace pas bien et qu'on n'a peut-être pas compris comment renseigner ce volet 1 et ce volet 2. C'est pour ça qu'il faut éviter les hors-sujets, qu'il faut bien cibler les événements indésirables graves associés aux soins, qu'il faut vraiment bien faire le volet 2 dans les délais, mettre bien mais ça on le verra dans le volet 2, les actions en lien et bien comprendre comment on fait l'analyse des causes. On peut un petit peu encore s'améliorer. Qui déclare un EIGS pris en charge en établissement de santé s'il a eu lieu en libéral? L'infirmier libéral a tout à fait le droit de déclarer en tant que professionnel libéral l'événement indésirable qu'il a constaté. Hein. Tout le monde peut déclarer sur le portail. Donc, que ce soit un professionnel. Alors, en établissement de santé, on est organisé, on a des directions, on a des équipes qualité. Donc, on laisse la main, selon la procédure interne, à quelques personnes qui vont déclarer sur le portail national. Mais bien sûr, un infirmier libéral qui va constater un événement, il va aller, ou un médecin, un infirmier, un médecin libéral, un kiné, n'importe qui, un ostéo qui signale ou qui fait finalement un acte de soin qui a été dommageable pour le patient, doit le déclarer sur le portail national. Tout le monde est concerné par ce décret et tout le monde doit, de façon ou d'une autre, déclarer ce qui s'est passé. La discussion d'équipe prend du temps si on déclare ou pas. Quel est le délai raisonnable pour déclarer? Alors, c'est la notion de sans délai. Alors, ça dépend. Si vous déclarez, c'est toujours pareil. On n'arrive pas vraiment à vous donner un temps. Ne me demandez pas de vous donner un temps, je ne vous le donnerai pas. Pour autant, effectivement, du temps. Dès que c'est déclaré sur le portail, vous montez, vous regardez dans les quelques jours qui suivent maximum. Hein. Sinon, c'est qu'il y a un problème d'accès aux informations. Il faut vraiment qu'on sache très rapidement que tout a été fait pour récupérer, maîtriser éventuellement, ou en tous les cas, atténuer les circonstances de survenue. Et je vois une dernière question. Comment vous vous assurez de la qualité des déclarations et des analyses des EIGS et des actions mises en place? On les relie toutes. On les relie, l'ARS se réunit régulièrement, ils font des revues d'analyse justement, on relie tout en équipe. On a la chance de pouvoir travailler main dans la main avec l'ARS. Donc nous, on fait partie des SRA qui travaillent vraiment avec les ARS et les délégations départementales. Donc en fait, on se réunit tous les 15 jours et on les lit au fil de l'eau. Et à chaque fois qu'on ne comprend pas ou qu'on pense que la déclaration peut être refaite, on propose à l'établissement de le relire et de le refaire, de les accompagner. Donc, on relit tout. Ça, c'est hyper important. Bon, avant-dernier, on peut mieux faire, hein, ça c'est sûr. Donc, je ne sais pas si le rythme, c'était pas un peu trop rapide. Alors, il y a tellement de choses à dire que je vous avoue que je suis un peu frustrée. Parce que Valentine me criait là, parce que j'avais plus qu'1 heure. Mais c'est vrai qu'on constate encore des déclarations qui sont soit trop longues, trop diluées, trop d'abréviations. Et on ne voit pas vraiment, il y a parfois des déclarations, on ne sait même pas quel est l'événement, on n'arrive pas à faire le lien. Vraiment, il y a une synthèse à faire avant de se jeter sur le volet 1 parce que sinon, ça risque d'être compliqué quand même. Merci pour ces retours. C'est Manuel. Merci beaucoup. Après, je vous le dirai aussi la prochaine fois. Donc là, vraiment, c'est un épisode qui se suit. Hein. Là, vous avez l'épisode 1. Le 12 mai, vous avez l'épisode 2.
Si après, vous avez envie qu'on fasse des petits comptoirs d'1 heure pour qu'on fasse un focus, comment je fais un chronogramme, ou alors comment je fais un plan d'action, ou alors comment je fais une RMM, vous pouvez demander à Valentine et on peut organiser des webinaires sur des petits aspects qui vous aideraient. Donc ça, vraiment, tout est possible pour justement, autour de la sécurité, vous aider à accompagner les équipes. N'hésitez pas vraiment, quand vous avez un doute sur une déclaration, vous nous faites un mail, vous demandez à votre ARS et vous discutez du cas. C'est vrai que parfois, il y a des cas un petit peu qui sont tendancieux. Vous allez voir avec le volet 2, webinaire RMM. Ça ne m'étonne pas que ça vous intéresse. CREX, RMM, REMED. Ouais. OK. N'hésitez pas à nous faire des propositions. Vous savez qu'on fait à la demande, on essaie de personnaliser. Donc vraiment, et puis on les refera les webinaires. On ne pouvait pas vraiment vous faire trop de cas parce que sinon, mais on peut aussi envisager de discuter avec vous quand vous avez des cas frontières, de discuter avec vous sur l'événement aussi. Hein. Donc, on pourra aussi faire une petite partie de foire aux questions où on peut interagir ensemble. Merci beaucoup à vous, en tout cas, d'avoir été aussi nombreux. On vous envoie tout ça. Merci, au revoir. Merci beaucoup.